Savez-vous que notre planète porte des cicatrices? L'une d'elles se situe en Amérique du Nord. Cette marque peut révéler de nombreuses informations sur l'histoire terrestre, mais le plus captivant, c'est qu'elle pourrait transformer l'aspect de nos continents et bouleverser notre monde. Pourtant, pour une raison inconnue, elle ne l'a pas encore fait. Et ce n'est même pas la partie la plus surprenante. Le plus extraordinaire, c'est que cette cicatrice pourrait receler une immense source d'énergie propre et peu coûteuse. Partons donc pour le Kansas afin de découvrir de quoi il s'agit. Il y a environ 1,1 milliard d'années, une immense faille s'est formée dans la croûte terrestre, sur le territoire correspondant aujourd'hui au Midwest des États-Unis. On la surnomme « cœur brisé ». Cette gigantesque crevasse, remplie de magma solidifié, ressemble vraiment à une cicatrice vue de loin. Mais comment s'est-elle créée? Le rift médio-continental était un ancien fossé tectonique, une vaste fracture géologique formant de longues dépressions dans la croûte terrestre. Elle est apparue lorsque les plaques ont commencé à s'écarter, comme les pièces d'un puzzle qui se séparent soudainement. À ce moment-là, des milliers, voire des millions de tonnes de magma ont jailli des profondeurs de la Terre. L'événement ressemblait à une apocalypse durable d'environ 100 000 ans, puis tout s'est brusquement arrêté, sans que les scientifiques sachent pourquoi. Si ce processus avait continué, l'Amérique du Nord aurait sans doute une apparence très différente aujourd'hui, ou peut-être n'existerait-elle même pas. À présent, cette faille ressemble à un immense fer à cheval qui s'étend du Kansas vers le nord, jusqu'au lac supérieur, et vers le sud jusqu'au Michigan. Cependant, certaines études suggèrent qu'elle pourrait être encore plus vaste et se prolonger plus loin au sud. Sa largeur pourrait même égaler celle de la mer Rouge. Après l'arrêt du rifting, toute la vallée a fini recouverte de collines et de végétation. La faille elle-même est enfouie sous une épaisse couche de roches sédimentaires, ce qui rend son tracé particulièrement difficile à distinguer. Les parties les plus remarquables de cette vallée se trouvent dans la région du lac supérieur. Aujourd'hui, tout paraît paisible et harmonieux. Mais autrefois, des fontaines et des rivières de lave déferlaient, accompagnées de séismes, un véritable chaudron bouillonnant à l'échelle planétaire. Tout ce qu'il en reste, ce sont des dépôts de basalte, une roche sombre et dense, résultant du refroidissement de la lave. Il y avait tant de basalte que son poids enfonça progressivement la vallée dans la croûte terrestre. Même après l'arrêt des éruptions et du rifting, la vallée continua à s'enfoncer, entraînée par l'énorme masse de ces sédiments. Par la suite, d'immenses portions de la croûte terrestre, de part et d'autre de la vallée, commencèrent à se contracter, et les pièces du puzzle se rapprochèrent lentement. Ce phénomène entraîna une éjection massive de matériaux volcaniques vers la surface. Avec le basalte, des dépôts de roches cuprifères apparurent dans la vallée. Cette richesse en cuivre fut exploitée par l'homme pendant environ 8000 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle. Les mines finirent par fermer, mais il semble aujourd'hui que l'activité minière connaisse un renouveau. Cependant, le cœur brisé ne suscite pas l'intérêt uniquement pour ces gisements de cuivre. Cette vallée renferme quelque chose de bien plus précieux et utile pour nos sociétés. Les chercheurs estiment qu'elle dissimule d'énormes réserves d'hydrogène, capables de nous permettre de basculer vers une énergie plus propre, moins coûteuse et plus efficace. Si le carburant à hydrogène se généralise, tous l'adopteront, délaissant un processus pétrolier coûteux, bruyant et polluant. Je parie que le mot d'hydrogène vous est fortement familier. Il ne semble pas représenter la découverte du siècle et l'on en fait usage depuis longtemps. Vous avez partiellement raison, mais pas tout à fait. En effet, 90% de l'hydrogène produit par l'homme sert de matière première à l'industrie chimique. On l'emploie pour fabriquer l'ammoniac destiné aux engrais, le méthanol pour le carburant et les solvants, ainsi que pour purifier le pétrole brut. Les fabricants de verre, de ciment, d'acier et d'autres métaux envisagent désormais de l'utiliser dans leurs usines afin d'optimiser leur production. L'hydrogène pourrait devenir une alternative aux combustibles fossiles, c'est-à-dire au pétrole et à l'essence qui en dérivent. Voitures, navires, trains, avions, centrales électriques, tous pourraient bientôt se tourner vers ce carburant. Dans ce cas, la production deviendrait moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement. Mais cela ne sera possible que si des sources accessibles d'hydrogène sont découvertes. Vous savez que près de 95% de l'hydrogène que nous utilisons provient de combustibles fossiles. Nous gazéifions le charbon, oxydons les hydrocarbures et extrayons l'hydrogène du méthane. Toutes ces méthodes exigent un apport énergétique considérable. Pire encore, elles engendrent d'importantes émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Mais si nous trouvons des sources d'hydrogène pur ne nécessitant aucune transformation, nous économiserions l'énergie consacrée à sa production tout en rendant la planète plus propre. Mais où sont situées de telles sources? Les scientifiques affirment qu'elles existent en de nombreux endroits sur Terre, et l'une des plus vastes se trouverait dans le rift médio-continental. Mais pourquoi ne pas simplement l'extraire? Ce n'est pas si simple. Pour obtenir de l'hydrogène pur, 3 conditions doivent être réunies. La première est la présence même de la source d'hydrogène, ce qui va de soi. La seconde concerne les roches réservoirs, c'est-à-dire les conteneurs naturels dans lesquels l'hydrogène est stocké. La troisième condition repose sur des seaux naturels qui empêchent le gaz de s'échapper. En termes simples, ces seaux agissent comme le bouchon d'une bouteille, retenant la substance à l'intérieur. Il est donc indispensable de déterminer où l'hydrogène se libère, où il s'accumule et où il est conservé. Une fois ces conditions remplies, les entreprises spécialisées dans l'exploitation des ressources naturelles peuvent débuter leurs opérations. Mais comment l'hydrogène apparaît-il exactement? Revenons aux notions élémentaires de chimie. Les composés d'hydrogène et d'oxygène constituent l'eau. Cela signifie qu'il faut décomposer cette eau en hydrogène et oxygène. Ce phénomène se produit fréquemment dans la nature, et l'on trouve de nombreux sites à travers le globe où il se manifeste. Les experts estiment qu'au moins 30 États américains possèdent des réserves d'hydrogène. Si l'on parvient à les identifier, la transition énergétique vers des carburants plus sûrs et plus efficaces pourrait accélérer. Des milliers de voitures circulent encore à l'essence. Beaucoup d'entre vous connaissent l'odeur des gaz d'échappement. Cet air dense et pollué, difficile à respirer. Quant aux véhicules électriques, ils sont supposés améliorer la situation, n'est-ce pas? Or, un autre problème se pose. La fabrication des batteries de ces véhicules nuit aussi à l'environnement. Les batteries requièrent du lithium, du cobalt et du nickel. L'extraction de ces matériaux entraîne une libération importante de substances toxiques, non seulement dans l'air, mais aussi dans l'eau. Le transport de ces batteries contribue également à une empreinte carbone significative. La production d'une seule voiture électrique génère environ 4 tonnes de dioxyde de carbone. Pour compenser cela, il faudrait conduire ce véhicule pendant au moins 8 ans, durée nécessaire pour neutraliser ce qu'une voiture classique émettrait sur la même période. Qu'en est-il de la fiabilité et de la commodité? Que ferez-vous si la batterie se décharge en plein trajet et qu'aucune station de recharge ne se trouve à proximité? Ce problème devrait être résolu à l'avenir, à mesure que les voitures électriques se populariseront. Les scientifiques estiment que, durant le dernier milliard d'années, la croûte terrestre a décomposé suffisamment d'eau en oxygène et en hydrogène. Notre planète conserve ce gaz dans ses profondeurs, attendant d'être exploité. Selon les calculs, et en prenant en compte toutes les technologies et capacités de production actuelles de nos sociétés, les réserves d'hydrogène enfouies suffiraient à nous fournir de l'énergie pendant 170 000 ans. C'est pourquoi le rift médio-continental attire des savants du monde entier. D'énormes quantités de basalte et d'autres roches peuvent réagir avec l'eau pour libérer de l'hydrogène. Et aujourd'hui, les chercheurs s'efforcent de localiser les sites où ce matériau s'accumule et se conserve naturellement.